Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Et oui, nous sommes de retour et aujourd'hui, nous allons faire un tour au parc Jeanne-Mance. En plus des capsules éthériques, chaque samedi, Montréal Hanté offre des visites thématiques et une tournée des bars, le tout en anglais et en français. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Le parc Jeanne-Mance, endroit idéal pour les pique-niques et autres activités en plein air, mais aussi un des meilleurs endroits à Montréal pour apercevoir des fantômes. Parfois le soir, les résidents sortent leurs chaises de jardin et s'installent sur la pente sud-ouest du parc, sur l'avenue de l'Esplanade, et attendent que l'apparition arrive. Plusieurs rapports, certains plus récents, parlent d'un mystérieux soldat clopinant dans les environs. Les témoins disent l'avoir vu marcher avec une canne en haut de longs escaliers en bois et entrer dans une des vieilles maisons dans la partie plus sombre du bout de la rue. Le parc Jeanne-Mance s'appelait autrefois Fletcher's Field et son histoire débute à la fin du 19e siècle avec la planification du parc du Mont-Royal. En effet, l'acquisition du terrain qu'enfit la ville incluait le sommet du mont jusqu'à l'avenue de l'Esplanade, de l'avenue des Pins au sud jusqu'à l'avenue du Mont-Royal au nord. À l'origine, Fletcher's Field avait été conçu pour des parades militaires. Toutefois, il eut plusieurs autres usages. En 1878, le Crystal Palace de Montréal, une pièce d'architecture gigantesque qui semblait être faite entièrement en verre, fut transféré du centre-ville au Fletcher's Field. Situé à l'origine à l'angle des rues Sainte-Catherine et University, le palace avait été inspiré par l'édifice beaucoup plus vaste du même nom, construit à Londres, en Angleterre, pour l'exposition universelle de 1851. Il avait la même forme de voûte en berceau et structure de poutres de fer, mais la version montréalaise, à peine un dixième de celle de Londres, avait des murs en briques et non en verre dus à l'hiver canadien. Quand le Crystal Palace ouvrit à Montréal, on y exhiba des produits tels que les textiles, les meubles, la machinerie, la nourriture et l'art canadien. On le déménagea à la suite d'un problème de propriété. En effet, l'université McGill possédait le terrain et quand le conseil de la ville et l'université ne réussirent pas à s'entendre sur le coût de la propriété en 1877, le gouvernement du Québec trancha l'affaire et l'acheta au nom du conseil pour 80 000 $. Le palace fut démonté et remonté sur le champ de foire du Fletcher's Field. Sa nouvelle vocation était un terrain d'exposition, cette fois plus près de l'avenue du Mont-Royal. Fletcher's Field fut également une source notable d'herbes aux poules, selon la Société pharmaceutique de Grande-Bretagne. Cette plante psychoactive et quelque peu vénéneuse produit des hallucinations et un sentiment de légèreté lorsqu'elle est ingérée, donnant sans doute à ses adeptes des occasions infinies de se gâter avec la substance. Au sud du parc se trouve le plus vieil hôpital de la ville de Montréal, l'Hôtel Dieu. À l'origine, Jeanne-Mance le fonda dans ce qui est maintenant le Vieux-Montréal, le 8 octobre 1645. Elle était la première infirmière de la Nouvelle-France, arrivant en 1642 avec les colons pour établir le village de Ville-Marie. Subventionné par la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France, Jeanne-Mance fit construire l'hôpital pour traiter les colons blessés, les soldats et les autochtones convertis durant la guerre avec la Première Nation des Mohawks, sur le territoire duquel la colonie était construite. Au fil des ans, l'hôpital subit 3 incendies, mais il continua à croître avec la population de la ville. En 1861, il vint s'installer sur son site actuel près du Mont-Royal. Son dernier emplacement près du fleuve était non seulement trop dense et surpeuplé, l'air frais du mont était vu comme un atout pour la guérison.
Quand les sœurs et les patientes déménagèrent au nouvel hôpital, ils prirent tous les restes des sœurs décédées et les transférèrent à la chapelle du nouvel Hôtel-Dieu. En plus de 2 siècles, 178 religieuses étaient mortes. Toutefois, seulement 23 cercueils furent nécessaires pour emporter tous les os à leur nouvel endroit de sépulture. Ils y sont toujours. En 1910, lors du Congrès eucharistique de Montréal, des catholiques demandèrent que le parc fasse hommage à Jeanne Mance en tant que première fondatrice de l'Hôtel-Dieu, en renommant temporairement l'espace vert. Le nouveau nom du Fletcher's Field eut une telle popularité que la ville de Montréal fit officiellement le changement de nom en 1990. Et revenons au fantôme de l'avenue de l'Esplanade. Selon une source récente, son apparition est quelque peu frappante lorsqu'on remarque les détails de son ascension lente avec sa canne vers le haut de l'escalier, une marche à la fois. Avec un peu de chance, on peut le voir entrer dans un des édifices situés dans la section plus ombrageuse de la rue, près de la rue du Luth. Il s'agit de s'asseoir dans le parc et d'attendre son apparition. Il y a plusieurs hypothèses sur l'identité de ce soldat spectral. Certains disent qu'il serait de souche française, d'autres le croient britannique. Une des hypothèses les plus plausibles nous ramène en 1885, alors que Montréal est en pleine épidémie de variole. À cette époque, la maladie est vue comme une des pires possibles. Non seulement était-elle extrêmement contagieuse, mais elle pouvait également défigurer, voire tuer les malheureux en quelques semaines. L'infection était causée en respirant l'air contaminé ou en touchant une surface qui avait été en contact avec le virus de la variole. Après une période d'incubation d'une douzaine de jours, des petites pustules rouges apparaissent et se répandent éventuellement sur tout le corps. Celles-ci, tôt ou tard, éclatent et laissent couler du pus en ravageant le corps. Dans un tiers des cas, la maladie tue ses victimes en quelques jours. En cas de survie, la victime, une fois guérie, est souvent laissée handicapée et défigurée avec des marques profondes là où il y avait les pustules. En 1885, l'épidémie de la variole est si grande qu'il faut rouvrir l'hôpital de variole de l'Hôtel-Dieu afin d'isoler les patients et d'essayer de la contrôler. L'hôpital de la variole avait en effet été construit lors d'une autre épidémie en 1872, puis fermé quelques années plus tard en 1975. En 1885, l'endroit était perçu comme désuet. Plusieurs citoyens ne voulaient pas y envoyer leurs parents et malades. Les responsables commencèrent donc à concocter un nouveau plan pour gérer la crise. Quand le nombre de patients augmenta dramatiquement, les bâtiments du parc d'exposition au nord du Fletcher's Field furent réquisitionnés. Dans l'espoir d'apaiser les peurs des gens, les responsables convertirent un des bâtiments provinciaux de l'exposition en hôpital propre et spacieux. Toutefois, les résidents du coin étaient terrifiés par la maladie et ceux qui habitaient près de l'exposition protestèrent vigoureusement par une émeute à grande échelle. L'armée fut appelée pour ramener l'ordre et également pour garder l'hôpital temporaire. C'était une mission crainte par plusieurs soldats à cause du risque élevé de contracter la variole. En 1885, des milliers de personnes moururent à Montréal de la variole, avant que l'hiver étouffe le virus. Ce fut la dernière fois que la maladie ravagea la ville. En tout, 9600 personnes contractèrent la variole sur le territoire administratif de Montréal et 3234 d'entre elles en moururent. Sur une population de 160 000 personnes, on parle d'environ 2% qui périrent de l'horrible maladie. L'épidémie passée, il ne fallut que peu de temps avant que l'hôpital de variole sur le terrain de l'exposition soit fermé. À peine une décennie plus tard, en juillet 1896, les bâtiments de l'exposition ayant servi d'hôpital temporaire furent détruits dans un incendie qui avait commencé lorsque des vagabonds squattant la propriété avaient vidé une pipe du tabac encore fumant. Bien que peu de preuves restent aujourd'hui de cet épisode de l'histoire de Montréal, peut-être que le mystérieux fantôme du soldat boiteux est l'ultime rappel de notre histoire avec la variole.
À cause de sa nature contagieuse, plusieurs des soldats qui avaient gardé le parc d'exposition l'ont contracté. Il y a donc des spéculations comme quoi le soldat spectral qui hante l'avenue de l'Esplanade était un de ces gardiens qui, en 1885, avait été frappé par la variole, défiguré, puis tué en faisant son travail. Pourquoi monte-t-il des marches? Les paris sont ouverts. Voilà qui était notre petit aperçu du parc John Mance et de l'avenue de l'Esplanade. Si vous y avez fait des rencontres étranges, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.